Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Alors moi, ça va. Personnellement, jusque-là, ça va. Je tenais à vous rassurer quand même. Mais on va parler d'un mot qu'on n'a jamais autant employé qu'en ce moment, hein, le burn-out. Au travail, c'est devenu vraiment un sujet médiatique, voire même politique. Mais qu'en est-il du burn-out pour les enfants ou pour les adolescents? Parce qu'on estime qu'un adolescent sur 3 est dans la situation de burn-out, ou en passe de l'être. Et dans un livre qui vient de paraître, une psychologue montre qu'il est possible d'éviter ce phénomène et de protéger ses enfants. Alors, Brigitte Fadi-Cohen, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Comment est-ce qu'on peut définir cette situation? Alors d'abord, il y a le burn-out des adultes qu'on connaît bien, qui est un phénomène qui a d'abord été décrit au Japon, avec des employés qui travaillaient jusqu'à 15 heures par jour, qui subissaient une pression énorme de leur hiérarchie. Puis finalement, on s'est rendu compte que ce phénomène existait un peu partout dans le monde. Et le burn-out professionnel, c'est cet épuisement dû à une surcharge de travail très très importante, avec une personne par exemple qui n'arrive plus à récupérer, qui souffre d'une fatigue intense, qui a ce sentiment de ne pas y arriver, il y a une perte d'estime de soi qui peut conduire à la dépression et même dans les cas les plus graves à une hospitalisation dans un service de psychiatrie. C'est une espèce d'implosion, on va dire, d'explosion de tout, quoi. Exactement. On n'en peut plus. Exactement. Et chez les enfants, effectivement, puisqu'il y a déjà, même je dirais, plusieurs années que des professionnels de l'enfance tirent la sonnette d'alarme en disant mais attention au stress des enfants à l'école. Et aujourd'hui, certains psychologues, effectivement, dénoncent le burn-out, carrément le burn-out des enfants et des adolescents qui sont aussi soumis à une pression intense à l'école parce qu'on leur demande aujourd'hui d'être bons partout, dans toutes les matières, y compris dans les activités extrascolaires. Et cette pression, effectivement, peut aboutir à ce burn-out. La même chose que chez les adultes. C'est un épuisement professionnel, entre guillemets, puisque la profession des enfants, c'est d'aller à l'école, c'est leur boulot, c'est leur métier. Et donc, ils vont avoir aussi cette fatigue intense, ce sentiment de ne pas pouvoir récupérer, les notes qui chutent, donc cette mauvaise estime d'eux-mêmes. Et puis, ça peut se traduire aussi par des phobies scolaires, des troubles du sommeil, et dans les cas les plus graves, par des tentatives de suicide, ça s'est déjà observé. Donc, comment faire pour éviter, pour aussi que les parents repèrent les premiers signes? Quels sont ces premiers signes du burn-out chez l'enfant et l'adolescent? Et puis, comment les protéger de ce phénomène? Les premiers signes du burn-out, c'est assez facile finalement. C'est l'épuisement nerveux, donc ça fait des enfants qui sont exténués. Et même ils reviennent de vacances, ils tiennent plus debout, vous voyez, ils sont là, ils veulent plus s'habiller, ils veulent plus rien faire. Ils sont fatigués, éreintés, des problèmes d'endormissement, des problèmes de sommeil. On a ensuite des enfants qui ne savent plus réfléchir, vous leur dites n'importe quoi, ils ne vous croient plus. Et des enfants irritables, avec les larmes aux yeux en permanence. Ça sont les premiers signes. Les causes majeures du burn-out sont plurifactorielles. C'est le système au sens large qui met une pression aux parents, aux enseignants et donc par ricochet aux enfants. Tu vas y arriver. Je connais pas mes parents. Oh mais tu vas pas pleurer quand même. Donc il y a la pression de l'école quand on leur demande d'avoir des 20 sur 20 tout le temps, qu'un enseignant vous met un 13 sur 20 et vous avez un avertissement de travail, l'enfant ne comprend pas. Le parent qui demande 20 sur 20 en permanence, aussi bien à l'école que dans les activités qui devraient être des activités de loisirs. Donc d'être le premier dans la compétition, d'être le premier en équitation, toujours faire mieux et mieux et mieux et mieux. Plus les enfants eux-mêmes qui se mettent la pression dans la cour de l'école en disant que c'est mauvais quand on n'a pas 20 sur 20. C'est pas ça, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? C'est facile à apprendre pourtant. Il existe un profil type des enfants et des adolescents plus à risque. Ça va être des enfants plus sensibles, plus consciencieux, qui donc ont envie toujours de bien faire, qui sont concernés par l'école et qui ont envie de réussir et qui à un moment donné perdent le sens de ce qu'on leur demande avec aucune reconnaissance et le sentiment que leur travail ne sert à rien. Oh, bah non, pour moi c'est pas suffisant. Là, il faut vraiment que tu vises au collège, tu vises 17, 18, 19. Il y a des conseils très simples que les parents peuvent suivre. C'est déjà se poser la question de pourquoi le système ou eux-mêmes veulent que leurs enfants soient les premiers partout. Parce que si on réfléchit, le but de l'école, c'est d'aller dans la classe du dessus. Donc le 20 sur 20 n'a aucun sens. Un bon petit 12, ça suffit. Donc il faudrait que les parents soient le deuxième son de cloche pour dire aux enfants, d'accord, t'as 15, on te dit que c'est pas suffisant, tu peux effectivement mieux faire, mais ça suffit bien.
Donc il faut arriver à croire ce deuxième son de cloche. Et puis à se recentrer en disant mais il n'y a pas que l'école. L'école, j'y passe un moment et il y a toutes les autres activités que je vais investir ou réinvestir pour y prendre du plaisir. Les copains, l'école, ça peut être juste le lieu où on se fait des copains et où on travaille. Pas beaucoup, ça suffit. 15, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous nous regardez. S'il y a un ado qui nous regarde là, 15, déjà chapeau. Oui, hein. très bien. Bravo. Donc, alors, les signes donc, à repérer chez les parents. Voilà, donc on a vu les signes à repérer et surtout ne pas hésiter à consulter. Je crois que c'est important quand on est dans cette situation de souffrance scolaire, hein, c'est qu'on consulte, qu'on soit aidé par un professionnel de santé, aider d'abord l'enfant à lâcher prise par rapport à l'école, par rapport à cette performance scolaire, aider les parents aussi à penser l'école différemment, parce que c'est formidable d'être premier de la classe quand c'est sans souffrance, mais quand c'est au prix d'une souffrance importante pour l'enfant, vraiment non, comme dit Béatrice Millettre, qui vient d'écrire ce livre, Le burn-out des enfants aux éditions Payot-Psy, que je vous recommande. Des fois, un petit 12, ça suffit. Merci beaucoup, Brigitte. Voilà, tous les renseignements, évidemment, sont sur le site de Télématin.